We are in open session, Madam President. Très bien. La Chambre notera que les annexes à notre écriture de lundi de cette semaine sont confidentielles, l'écriture elle-même étant confidentielle, compte tenu des sujets que nous venons de traiter de manière à huis clos partiel. Toutefois, il y a possiblement des annexes qui pourraient être reclassifiées de manière publique. Alors, si la Chambre le souhaitait, on peut reclassifier, je crois, certaines de ces annexes publiques, surtout celles qui concernent donc, et le sujet que je vais aborder maintenant, c'est quels sont les développements récents au niveau du soutien vis-à-vis de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. La Chambre notera que le parti, l'ancien parti de M. Gbagbo, a un nouveau président, M. Afifi, et ce dernier, tel que également noté parmi les annexes de la Défense, est très, de manière, dans plusieurs discours publics, lie la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire avec la libération de M. Gbagbo. Alors évidemment, la Chambre est liée par des principes juridiques et non des influences politiques. Certes, on peut souhaiter le retour de M. Gbagbo pour qu'en Côte d'Ivoire, selon les Ivoiriens, il y ait cette réconciliation. Mais la Chambre ne décide pas ou ne peut être influencée par une démarche politique lorsqu'elle est liée par des principes juridiques. La situation en Côte d'Ivoire évolue. La Défense va discourir sur la question de Mme Simone Gbagbo, M. Blé Goudet, va également discourir sur la remise en liberté de plusieurs anciens opposants ou d'anciens ennemis politiques ou de personnes qui ont participé aux violences. Certes, il y a certaines personnes qui ont été libérées. Elles ont été libérées dans un contexte qui est connexe à la politique ivoirienne. Et encore une fois, les raisons politiques qui ont pu mener à la libération de certains sympathisants de M. Gbagbo, d'anciens membres de son régime, c'est une chose. Mais encore une fois, la Chambre est liée par des principes juridiques et n'est pas influencée par un discours politique. Ce n'est pas parce que des personnes sont libérées en Côte d'Ivoire, provisoirement, que l'on peut transposer cette situation à la détention ou à une remise en liberté de M. Gbagbo. Les critères que vous avez appliqués sont certainement différents que ceux auxquels fait face le gouvernement en Côte d'Ivoire. Ou justement, peut-être, de par ce geste, il s'agit d'une démarche face à la réconciliation, par rapport à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais une chose est certaine, dans les discours même de représentants de Côte d'Ivoire, tels que mentionnés aux annexes, lorsqu'on parle d'une libération de M. Gbagbo et d'un retour en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas faire dire à l'interlocuteur ce qu'il ne dit pas. Cette libération et ce retour en Côte d'Ivoire est lié à votre décision éventuelle sur la question de la confirmation des charges ou non, et non par rapport à une remise en liberté. Lorsqu'on écoute ou on lit le transcrit fourni à l'annexe 50 et 49 de l'écriture de notre collègue, le représentant du gouvernement ivoirien est clair sur cette question. Libération s'entend par rapport à la décision de confirmation des charges. Alors, l'accusation tient à préciser que de ce qui ressort
il n'y a pas eu de changement de circonstances qui soit tel qui doit vous amener à une révision des conditions de détention ou qui mènerait à une remise en liberté. Encore une fois, avec le bémol de ce qui a été mentionné en audience à huis clos partiel et de ces sujets qui ont été traités à huis clos partiel, compte tenu que l'accusation n'en est pas en ce moment au courant. Alors, je pourrais continuer et discourir longuement, mais je crois que j'ai attiré, l'accusation a rempli son obligation d'attirer l'attention de la Chambre sur les développements récents qu'il y a pu y avoir quant au niveau sécuritaire en Côte d'Ivoire, compte tenu de la question des moyens financiers. Ceux-ci sont les deux changements, ou en tout cas certainement la question sécuritaire, le changement le plus important parmi les changements qu'il y a pu y avoir, s'il y a eu changement depuis ou évolution. Mais pour le reste, la situation demeure inchangée. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je donne la parole à Madame Massida. Massida, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Souproun va présenter les observations en matière de détention. Je souhaite juste prendre 2 minutes de votre temps. Je n'ai pas eu le temps. S'il vous plaît. Je m'excuse d'interrompre. Juste avant de passer la parole, c'est juste pour revenir sur la question de ce qui a été discuté à huis clos. Et, au paragraphe, j'attire juste l'attention vous me permettez juste une petite seconde. J'attire l'attention à l'écriture donc de notre collègue 485 Conf. Il s'agit de documents à l'appui de l'appel où les représentants légaux ont été copiés et la question du pays hôte discutée et c'est la défense qui a divulgué donc l'information aux représentants légaux en date du 19 août. Je vous remercie de cette clarification. Si vous voulez vous adresser à ces sujets-là, peut-être vous pouvez le faire après quand vous aurez la parole. Et maintenant, on peut donner la parole aux représentants communs des victimes. Je m'excuse. Est-ce que vous avez vraiment fini? Madame Massida. Merci. Il semble que je n'ai pas la chance ce matin. Je voulais justement attirer l'attention de la Chambre sur la même soumission confidentielle qui vient d'être citée par le bureau du procureur. Donc, je me limiterai simplement alors encore à une petite observation sur la question soulevée par la défense par rapport à la présence ou non des représentants légaux des victimes lors de la discussion de certaines questions. Je suis bien consciente, Maître Atit, qu'on est en audience publique, donc je vais faire par référence à la question en entier. Juste pour lire simplement la règle 119, paragraphe 3 du règlement de procédure et d'épreuve, qui me semble assez clair sur la question. Avant d'imposer ou de modifier des conditions restrictives de liberté, la Chambre préliminaire demande au procureur, à l'intéressé, aux États concernés et aux victimes qui ont communiqué avec la Cour au sujet de l'affaire, de leur présenter des observations. Or, la catégorie visée à la règle 119, paragraphe 3, est même plus vaste de la catégorie des victimes qui participent à la procédure, qui ont été autorisées par cette Chambre à participer à la procédure. Et je pense que les mots de la règle 119 sont incontournables, même face à certaines demandes de certains pays qui pourraient ne pas être contents que certaines informations soient délivrées aux représentants légaux des victimes. Avec l'autorisation de Madame la Présidente, je passe maintenant la parole à M. Souproun qui
vous fournira des observations par rapport à la question de la détention de M. Gbagbo. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Les victimes que je représente sont d'avis que M. Gbagbo doit continuer à être maintenu en détention puisque les conditions prévues à l'article 68, paragraphe 1 du statut de Rome continuent d'être remplies et qu'aucune évolution des circonstances au sens de l'article 63 du statut n'est intervenue depuis la dernière décision de la Chambre préliminaire. Dans cette troisième décision portant sur le réexamen du maintien du suspect en détention, datée du 11 juillet dernier, cette Chambre a constaté que les conditions justifiant la détention de M. Gbagbo en vertu de l'article 68 du statut sont toujours réunies et qu'en conséquence, M. Gbagbo doit continuer d'être maintenu en détention. La défense, qui a à plusieurs reprises tenté de démontrer l'existence des circonstances, de l'évolution des circonstances et qui semble soutenir dans présent qu'il y a eu la modification des circonstances justifiant le maintien de détention de M. Gbagbo. En même temps, il incombe à la partie qui tend à faire valoir que la modification des circonstances, que la modification de la décision précédente portant sur le réexamen du maintien du suspect en détention s'impose de démontrer à la Chambre que l'évolution des circonstances ayant un impact sur les critères de l'article 58, paragraphe 1 du statut, est véritablement intervenue et de présenter des éléments factuels suffisants à l'appui. À cet effet, la défense a produit devant la Chambre les matériaux qui sont contenus dans les 52 annexes publiques, 2 annexes confidentielles et 19 annexes confidentielles ex parte. Selon la défense, les 19 annexes classées confidentielles ex parte concernent la vie privée du président Gbagbo et ont trait à son état de santé. Raison pour laquelle les 10 annexes, les 10 matériaux n'ont pas été communiqués au représentant légal des victimes. À cet égard, les victimes ne peuvent que déplorer à nouveau qu'elles sont encore et toujours privées de la possibilité de présenter leurs vues et préoccupations sur la question de l'état de santé du suspect, alors que celle-ci, selon la défense, a un impact sur les conditions justifiant le maintien de M. Gbagbo en détention, alors que cette question affecte directement les intérêts personnels de l'ensemble des victimes dans la présente affaire. En conséquence, le représentant légal n'est pas en mesure de se prononcer sur la pertinence et la valeur probante des matériaux qui sont contenus dans les 19 annexes confidentielles, ex parte, mais soumet que l'éventuelle évolution de l'état de santé du suspect ne saurait être évaluée que sur la base des expertises médico-psychologiques désignées ou approuvées par la Chambre, et non pas sur des pures spéculations de la défense, ni sur des articles de presse. Parmi les matériaux contenus dans les 52 annexes publiques sur lesquels la défense entend s'appuyer pour démontrer l'existence de l'évolution des circonstances, 49 annexes ne contiennent que des articles de presse, des communiqués de presse et des interviews. Pour les raisons évidentes du manque de moindre signe de fiabilité et de valeur probante, les 10 matériaux ne sauraient en aucun cas servir de preuve quelconque démontrant l'existence de l'évolution des circonstances de nature à pouvoir affecter le maintien en détention du suspect. Les rapports des ONG contenus dans certains annexes font l'analyse tant bien que mal de l'état
des enquêtes des autorités ivoiriennes sur des incidents particuliers de violence post-électorale de 2010-2011. Cependant, ces rapports, mis à part les discutables valeurs probantes, ne fournissent aucun élément pertinent démontrant l'existence de l'évolution des circonstances de nature à pouvoir affecter le maintien en détention du suspect. Outre des dits matériaux, la défense n'a présenté aucun élément factuel démontrant l'existence de l'évolution des circonstances de nature à pouvoir affecter le maintien en détention du suspect. Faute de cette démonstration, la détention de M. Gbagbo doit être maintenue puisque les conditions prévues à l'article 68, paragraphe 1 du statut de Rome continuent d'être remplies et aucun changement n'a intervenu depuis la dernière décision de la Chambre en la matière. À cet égard, les victimes rencontrées lors de la récente mission du représentant légal en Côte d'Ivoire insistent sur la nécessité de maintenir M. Gbagbo en détention. Juste un commentaire à ce que mon collègue du bureau du procureur a dit précédemment sur l'amélioration de la situation générale, la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire. L'amélioration de la situation générale sécuritaire ne signifie pas qu'il y a eu l'amélioration de la situation sécuritaire dans les quartiers spécifiques où les victimes habitent. À cet égard, de nombreuses victimes ont exprimé leurs craintes liées à leur sécurité. En effet, l'annonce de l'ajournement de la décision relative à la confirmation des charges a vu la recrudescence des violences dans les quartiers où ils résident. En conséquence, les victimes demandent que la Chambre confirme que M. Gbagbo doit être maintenu en détention. Je vous remercie. Je vous remercie. Je me tourne maintenant vers la défense. Maître Altit, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président. Il m'avait semblé comprendre que nous prenions une pause à 10h30. Est-ce que je me suis trompé? C'est à 11h qu'on fait la pause. Je me suis trompé. Donc. Oui, apparemment, oui. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, nous sommes ici pour discuter d'un éventuel changement de circonstances susceptible de modifier la décision de la Chambre sur le maintien en détention. D'abord, je tiens à souligner que les considérations que la défense va développer devant vous sont formulées sous réserve de la décision à intervenir de la Chambre d'appel portant sur le troisième examen des conditions de maintien en détention. En effet, nous allons malheureusement débattre aujourd'hui dans le vide parce que nous allons réexaminer une situation dont nous ignorons tout en l'absence de décision définitive sur le troisième examen des conditions de maintien en détention. Je ne reviens pas ici sur les définitions habituelles du changement de circonstances. Simplement, il est clair que le changement de circonstances peut être évalué à plusieurs niveaux, un niveau global, un niveau national, un niveau politique, etc. Il s'agit de prendre en considération l'ensemble d'une situation. En réalité, un changement de circonstances est assimilable à un changement d'environnement. Les circonstances, c'est ce qui structure un certain paysage.
un changement de circonstance transforme le paysage. Et si le paysage change, si le cadre dans lequel se trouvent les protagonistes change, alors, nécessairement, leur perception change aussi. Leur perception des éléments du décor et leur perception de leur rôle respectif. Un changement de circonstance entraîne donc un changement de configuration. Les protagonistes se trouvent alors désormais dans un nouveau type de rapport. Et ce qui était vu comme un risque par tel ou tel ne l'est plus naturellement. Et si la perception de l'un des acteurs principaux change, nécessairement la perception des autres acteurs va changer elle aussi. Or, à quoi assiste-t-on dans cette affaire? Tout d'abord, le gouvernement ivoirien semble avoir récemment décidé d'agir en faveur de la réconciliation nationale. Il a notamment procédé à la libération de 14 opposants politiques, jusque-là détenus dans des conditions difficiles et dans un cadre légal douteux. Ce sont les pièces de la défense 22, 23, 31 à 39. Ces libérations ont certes été décidées sous la pression des grandes puissances. Ce sont les pièces de la défense 38, 42, 45, 70. Mais elles n'en ont pas moins une signification concernant la réconciliation. La première conséquence en est la reconstruction de l'un des principaux partis ivoiriens, le parti du président Gbagbo, le FPI. Ce parti est avec le parti de l'ancien président Bédié, le PDCI, et avec celui du président Ouattara, le RDR, qui est plutôt un conglomérat, l'un des principaux partis qui structurent la scène politique ivoirienne. Le FPI est donc un parti légal, dont les dirigeants à peine libérés ont été reçus notamment par les ambassadeurs de France, par l'ambassadeur des États-Unis, par les représentants de l'ONUCI, par les représentants de l'Union africaine. Son rôle est compris par les représentants de la communauté internationale comme essentiel. Et le gouvernement ivoirien a entamé des discussions avec les responsables du FPI. Puisque ces libérations ont eu lieu sous la pression de la communauté internationale et que les dirigeants du FPI ont été officiellement reçus par les représentants de la communauté internationale, la communauté internationale est donc impliquée dans ce processus de réconciliation. Il convient donc d'accompagner ce processus à un moment charnière de l'histoire de la Côte d'Ivoire, à un moment où il est absolument nécessaire d'engager une dynamique vertueuse pour contrer les effets de ce à quoi l'on assiste depuis 2 ans, c'est-à-dire la destruction des structures étatiques, l'accaparement des richesses du pays par un réseau militaro-économique, comme le nomment les experts mandatés par l'ONU, dont se réclame le procureur. L'insécurité perpétuelle, la violation à grande échelle des droits de l'homme, la négation de la règle de droit et la corruption généralisée. Il appartient à la Cour pénale internationale, dont l'un des buts proclamés est de lutter contre l'impunité et de restaurer une paix durable, d'accompagner autant que possible ce processus et en tout cas de ne pas souffler sur les braises de la violence et de la discorde. La décision, par exemple, des autorités ivoiriennes de ne pas transférer Simone Gbagbo à la CPI a une véritable signification du point de vue de la réconciliation. C'est un geste d'apaisement, d'après les observateurs. C'est l'annexe de la défense 24. Ce geste signifie aussi
que les autorités ivoiriennes se déclarent désormais prêtes à faire face au passé immédiat. Ce faisant, les autorités ivoiriennes considèrent qu'il n'existe plus de danger, si jamais il y a eu un danger, à ce qu'un véritable débat judiciaire et par conséquent politique soit engagé dans le pays. Ce sont les pièces de la défense 25, 26, 27, 29 et 44. Il s'agit ici d'autant d'éléments nouveaux que la Chambre doit, du point de vue de la défense, prendre en considération lorsqu'elle examine si les conditions de maintien en détention ont changé. En d'autres termes, puisque le contexte change, la perception du risque change. L'évolution des choses, tout ce qui contribue à changer le contexte, entraîne une lecture différente des dispositions de l'article 58.1b. Réfléchissons un instant à ce que signifie le maintien du président Gbagbo en détention dans un tel contexte. C'est pour les Ivoiriens un signe de défiance à leur égard. Le refus de prendre en compte la possibilité d'une réconciliation. La volonté réaffirmée de désigner un seul responsable, alors qu'il est désormais clair, aux yeux de tous, que certains de ceux qui sont accusés de crimes contre l'humanité par les organisations de défense des droits de l'homme sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le maintien en détention du président Gbagbo ne peut être compris aujourd'hui par l'opinion publique ivoirienne et internationale que comme une prise de position politique de la Cour en faveur d'un camp contre l'autre. Et nous parlons ici de liberté provisoire, pas de liberté définitive. La liberté provisoire n'a pas d'impact sur la procédure. Nous verrons dans un instant ce qui pourrait, d'un point de vue juridique, justifier qu'elle ne soit pas prononcée, que ce qui, d'un point de vue juridique, pourrait justifier qu'elle soit prononcée, n'existe pas. Prenons ensuite en considération que le président Gbagbo est le père de la démocratie ivoirienne. C'est lui qui a introduit le multipartisme dans le pays. C'est lui qui est revenu sur la notion d'ivoirité inventée par le président Bélier. C'est lui qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Et c'est de lui que se réclame le FPI et une grande partie de la population ivoirienne. Par conséquent, tout ce qui touche au président Gbagbo contribue à la possibilité d'un dialogue fructueux et à la réconciliation. Il convient d'ailleurs de noter qu'un certain nombre de responsables du gouvernement ivoirien considèrent désormais sa mise en liberté provisoire comme une possibilité réelle et ne la voient pas comme un danger. Par exemple, Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre ivoirien, dans une interview à la chaîne BBC Afrique, répondant à la question « La libération de Laurent Gbagbo, vous y pensez souvent ? Est-ce une probabilité ?» répond, je cite, « S'il est relâché, il reviendra où il veut, y compris en Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucun problème. » Le Premier ministre ivoirien. Ce sont les annexes de la Défense 49 et 50. Dans le même esprit, le président Ouattara a d'ailleurs estimé que la libération provisoire de responsables du FPI ou de l'ancienne administration Gbagbo était un pas utile et nécessaire dans le processus de réconciliation. Ce sont les annexes de la Défense 40, 41, 47, 48. Que dit le président Ouattara ? Depuis des mois, j'ai indiqué au ministère de la Justice que nous devions accélérer les procédures pour que des personnalités qui sont connues puissent être en liberté provisoire. À un autre moment,
J'estime que c'est une très bonne chose, d'abord pour les personnes et leurs familles. Je considère, dit-il, que ce n'est pas bon d'avoir des personnes de ce rang en prison. Le président Ouattara. Que dit-il? Fondamentalement, c'est un acte d'apaisement. Alors, le contexte étant présenté, le cadre planté, examinons maintenant, d'un point de vue plus technique, ce que la situation nouvelle implique dans l'examen des conditions de l'article 58.1b. Et tout d'abord, concernant le pseudo-réseau de soutien au président Gbagbo, dont le procureur a dit tout à l'heure, si j'ai bien noté, que c'est un réseau de soutien à l'image, à l'attrait. Ça ne me paraît pas très juridique, ni même très convaincant. Pour tenter de faire croire que mettre en liberté provisoire le président Gbagbo serait prendre le risque de le voir fuir, le procureur n'a cessé, depuis le début, de prétendre qu'existerait ce réseau constitué de personnes aux moyens gigantesques, prêtes à tout pour soustraire le président Gbagbo à la CPI. Pour le procureur, le critère d'appartenance à ce réseau consiste à affirmer publiquement un soutien au président Gbagbo, comme si celui-ci avait déjà été jugé et condamné. Or, il n'est pas jugé et, a fortiori, pas condamné. Et puis, en plus, toutes les allégations du procureur se sont dissoutes à l'examen. On en a parlé à chaque réexamen. Tout ce qui vous avait été présenté comme des faits a disparu. Lorsque l'on examine la situation, que constate-t-on? Que le président Gbagbo reste une personnalité extrêmement populaire, non seulement dans son pays, mais dans toute l'Afrique. Dans son pays, nombre de dirigeants continuent à se réclamer de lui. Une grande partie de la population lui reste fidèle. Dans ces conditions, criminaliser une personne parce qu'elle exprime une opinion, soit concernant les élections de 2010, qui n'étaient pas très claires entre nous, soit concernant la crise post-électorale, soit concernant les exactions commises par les chefs militaires pro-Ouattara, soit concernant le triste sort fait aux exilés dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire, est absurde. Cela relève d'une prise de position en faveur d'un camp contre l'autre, et cela concerne des millions de personnes. De plus, une telle attitude est désormais en contradiction directe avec celle des représentants de la communauté internationale, qui traitent, eux, avec beaucoup d'égards, les représentants du parti du président Gbagbo. Quant aux accusations formulées par les 5 experts intervenant sous l'égide de l'ONU, reprises par le procureur, et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si il a mis de l'eau dans son vin, bien obligé, concernant une aile radicale du mouvement pro-Gbagbo, je cite, « aile radicale du mouvement pro-Gbagbo, composée d'exilés ivoiriens réfugiés au Ghana, nous avons démontré qu'elle ne reposait sur rien et ne consistait que dans une reprise approximative d'accusations gratuites, contradictoires, formulées dès leur prise du pouvoir par les services politiques du nouveau gouvernement ivoirien. » À ce propos, Madame le Président, Madame, Monsieur, il est intéressant de noter que les autorités ghanéennes ont considéré que les accusations portées contre un ancien ministre du gouvernement Gbagbo répondaient à des motifs politiques. Ce sont les annexes de la Défense 8, 9 et 10. Et voilà un élément nouveau, naturellement. Les raisons qui ont amené le juge ghanéen à rejeter la demande d'extradition formulée par les nouvelles autorités ivoiriennes contre l'ancien ministre du budget du président Gbagbo sont
insuffisance de preuves relatives aux crimes économiques allégués, et les charges contre l'accusé n'ont aucune consistance et sont politiquement motivées. Voilà. Surtout, le fait que les représentants de la communauté internationale réintroduisent le FPI dans le jeu politique ivoirien démontre, s'il en était besoin, qu'être pro-Gbagbo n'est pas un crime. Et c'est là aussi un élément nouveau. Par conséquent, le fait qu'existent des supporters du président Gbagbo ne peut en aucune manière constituer un prétexte pour éviter de le mettre en liberté et ne représente même pas, de l'avis des représentants de la communauté internationale, un danger. Concernant les incidents à la frontière du Libéria, entre les autochtones chassés de leurs terres par des populations venant souvent du Burkina et les nouveaux occupants, les mêmes experts ont voulu, suivis par le procureur, nous faire croire qu'il s'agissait d'affrontements politiques. Ces fameux affrontements sont, d'après le HCR, en baisse. Le HCR précise, c'est l'annexe de la Défense 20, plus de 10 000 Ivoiriens ont regagné leur pays cette année à partir du Libéria. Le HCR souligne que les attaques aux frontières ont sensiblement diminué, ce qui a permis de multiplier par 2 le nombre de retours vers la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de l'amélioration de la sécurité à la frontière, qui encourage un plus grand nombre de réfugiés à rentrer chez eux. Et nous espérons que la situation de sécurité continuera à s'améliorer. C'est là un élément nouveau et important qui donne à voir une autre réalité que celle qui vous est dépeinte par le procureur. Et surtout, qui donne à voir une autre réalité que celle qui vous a été présentée lors de la mise en détention. Concernant les moyens dont le procureur a parlé tout à l'heure, il convient de rappeler que la défense a prouvé lors des débats précédents que les allégations des mêmes experts, suivies par le procureur, à propos de prétendus comptes cachés du président Gbagbo étaient fausses. Alors je note que le procureur semble avoir abandonné, enfin, après un an, cette allégation. Mais c'est pour mieux en formuler une autre. Il n'y a plus 8 comptes, comme il le disait il y a encore quelques semaines, il y a 2 comptes maintenant. Enfin 2 comptes. Un compte appartenant au président Gbagbo et un compte appartenant à Simone Gbagbo. Ça ne nous fait qu'un compte. C'est pas, ça fait 2 comptes. Bon. Et ils ne seraient pas gelés, d'après les experts. Ils sont gelés ou pas? Alors, sous réserve, je répète, le résultat de notre recherche, page 53 du rapport des experts, ces comptes sont gelés. Ah non, bon, eh ben, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. La question n'est pas là. La question, c'est que tout ça n'est pas sérieux. C'est ça la question. Et puis la question, c'est aussi, Madame le Président, nous avons quand même avec nous un procureur. Il est doté de moyens importants. Il dispose de l'aide des autorités locales et de la communauté internationale. Et au bout de plus de 2 ans d'enquête, il vient vous dire « je ne sais rien ». Après vous avoir dit « je sais tout », mais ça s'est révélé faux. Est-ce qu'on peut fonder une mise en détention là-dessus? Sur des hypothèses qui toutes se révèlent fausses? Il s'agit de la liberté d'un homme. Hein. Donc, il ne reste rien de l'argumentation développée par le procureur, expliquant à votre Chambre combien le risque de fuite était important du fait de la puissance du prétendu réseau des pro-Gbagbo, de la richesse de ses membres et des moyens dont aurait disposé le président Gbagbo lui-même. Un mot,
sur la richesse des membres du prétendu réseau. Vous vous souvenez que c'était une allégation des experts, ces fameux experts, que le procureur reprend encore, parce qu'il ne nous a apporté aucun élément. Donc il doit bien s'appuyer sur quelque chose. Donc il s'appuie nécessairement sur ce qu'ont dit les experts. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les experts? Rien du tout. Que le réseau disposait de richesses, de forces, de moyens. Et sur quoi il s'appuie le rapport? Sur quoi s'appuient les experts? Sur rien. Sur un PV d'une réunion entre certains exilés ivoiriens au Ghana, discutant la possibilité de faire appel à Miss Californie pour venir les aider, pour sensibiliser l'opinion publique internationale. Et qu'est-ce qu'il ressort de cette réunion? Mais qu'ils n'ont pas le moindre sou pour la faire venir. C'est ça, la base factuelle. C'est ça le fond des accusations. Cette absence totale d'éléments probants doit être prise en compte, de notre point de vue, par la Chambre. Et de plus, doit être replacée dans le contexte de la nouvelle situation dont nous parlions tout à l'heure. Autrement dit, il n'existe aucun risque objectif de fuite. En existerait-il un qu'il devrait être relativisé en fonction de la nouvelle perception des risques qu'entraîne la nouvelle situation. Concernant une éventuelle obstruction aux enquêtes en cours, nous n'allons pas nous y attarder, puisque le risque semble ne pas exister. Le procureur n'ayant jamais cru bon d'apporter un quelconque élément dans ce sens. Le procureur enquête depuis au moins 2 ans. Il n'a jamais mentionné une quelconque obstruction, non même réelle, mais possible. D'ailleurs, son enquête est censée bientôt arriver à son terme. Dans ces conditions, il ne peut y avoir aujourd'hui de véritable risque d'obstruction. Alors, puisqu'il n'allègue rien, comment est-ce qu'on peut prouver quelque chose ou démontrer quelque chose? À partir de rien, c'est impossible. Je m'excuse de vous interrompre. Et c'est 11 heures maintenant. Oui. Est-ce que ce serait le moment de la pause? Mais peut-être vous allez bientôt finir. Vous avez pour quelques minutes? Bientôt finir. Oui. Peut-être serait-il préférable en effet de faire la pause. Okay. Oui. Alors nous allons faire la pause 30 minutes. Nous revenons à la salle à 11h30. All rise, vous vous levez.